Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs de Radio Victoire, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Rétro 7. Rétro 7 qui accueille ce matin donc deux confrères, Gérard Wessan de SICA auquel vous êtes maintenant habitués et Didier Assogba, directeur du site d'information Togo Breaking News. Une attaque attribuée aux terroristes dans le nord du pays, la baisse de la tension dans le secteur de l'éducation avec l'annulation du mot d'ordre de grève de cette semaine par la FESEN, l'arrestation de Jean-Paul Oumolou, un proche de la DMK, et sur le plan international, la mort de 26 enfants nigériens dans l'incendie de leur école, le refus opposé par le colonel Mamadi Doumbouya à la nomination d'un envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée, en l'occurrence Ibn Chambas, et le décès du dernier président blanc de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, sont les principaux sujets qui vont alimenter le débat de ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Chers confrères, bonjour. Bonjour. Didier Assogba, je suis heureux de vous accueillir ce matin dans le studio de Victoire FM pour votre baptême de feu à Rétro 7. Gérard sera d'accord avec moi, vous aurez droit à votre bisutage en bonne et due forme. Vous êtes le directeur du site d'information Togo Breaking News. Alors, une question de curiosité pour commencer. Pourquoi Togo Breaking News? Un titre en anglais pour des informations en français dans un pays où la langue officielle est le français. Oui, en fait, Togo Breaking News, au départ, quand on cherchait un titre à donner à ce journal en ligne, on avait cherché plusieurs noms, plusieurs titres, on en avait trouvé, mais on avait une philosophie au départ, c'est de, à l'époque, en 2013-2014, c'est de faire dans la réactivité, dans l'instantanéité de l'information pour permettre aux Togolais de savoir que ce qui se fait ailleurs peut également se faire chez nous ici. Et donc on a tout de suite pensé à ce terme-là, Breaking News, qui est avant tout un terme journalistique utilisé et par les pays francophones et par les pays anglophones. Et ben pourquoi ne pas dire qu'on fait du Breaking News au Togo? Et donc on a juste mis les deux ensemble et ça fait Togo Breaking News. Oui. Et donc depuis, c'est dans cette logique qu'on s'inscrit. On essaie, autant que faire se peut, d'être assez présent dans l'actualité et de donner l'information avec, bien vérifié d'ailleurs, et avec un temps relativement court qui permet aux lecteurs et à tous ceux qui nous suivent de pouvoir avoir la vraie information, la bonne information, mais à ne pas trop attendre les journaux télévisés de 20h ou les journaux radiophoniques de 18h, 19h pour savoir réellement ce qui se passe dans le pays. Et pourquoi vous avez choisi ce canal-là pour l'information, un site d'information? Vous savez que ça a besoin d'Internet et Internet, ce n'est pas ce qui est le mieux partagé chez nous. Et pourquoi pas un journal comme SICA de Gérard Wessan ou bien une radio voilà, pour exercer votre passion de journaliste? Oui, à l'époque, quand je faisais ce choix, plusieurs n'avaient pas compris parce que moi-même, je suis un pur produit des médias traditionnels. J'ai fait pendant longtemps la radio, j'ai fait Nana FM, j'ai fait Radio Zéphie pendant longtemps. J'ai fait plusieurs journaux écrits. Pendant longtemps, j'ai travaillé à Flambeau des démocrates, il y avait un autre journal, Galaxy Sport, j'ai travaillé à Le Potentiel, j'ai travaillé à Le Libéral, j'ai travaillé avec La Lanterne, j'ai travaillé... Et pourtant, vous êtes très jeune, là, vous avez pendant fait toutes ces longtemps, oui, ma chance est que j'avais envie de travailler, j'avais envie de me rôder, et donc à chaque fois qu'il y a des sollicitations, je m'aménageais pour pouvoir répondre. Et donc pendant longtemps, j'ai été chez Togo Réveil, c'est d'ailleurs... officiellement ce que les gens connaissent pour moi. Et donc j'ai vu un peu de quoi il s'agit, je voyais les difficultés, je voyais également les pesanteurs pour la presse écrite. Je tire chapeau au doyen Gérard ici parce que c'est pas donné de tenir une presse écrite si vous n'avez pas, il faut le dire, c'est pas un secret, un sponsor derrière. Si vous n'avez pas un sponsor ou un parrain ou un mécène, vous ne pouvez pas. Alors, voyant mon âge à l'époque, je ne pensais pas que quelqu'un pourrait vouloir me parrainer ou vouloir m'aider à tenir une presse écrite jusqu'à ce jour, par exemple. J'ai réfléchi et je me suis dit, je prends le risque de lancer
en ligne. Quoi qu'il y avait des gens déjà qui occupaient le terrain, il y avait le Savoir News, il y avait AfriPress à l'époque, c'était les deux qui cartonnaient, en plus de Republic of Togo. Et je rappelle que j'ai fait pratiquement 4 ans à Republic of Togo aussi, pendant que je travaillais avec vous êtes rodé là-bas aussi. Les médias. Donc, en fait, c'est... 90 ans au moins, le gars. Non, la chance que j'avais, comme je l'ai dit, comme c'est Republic of Togo, c'est en ligne. Oui. Et donc, quand je couvrais les informations, je collectionnais les informations que je traitais, j'envoyais. S'il y a des informations rejetées de l'autre côté, il y a des possibilités de faire passer ailleurs. Donc, ça permettait d'être tout le temps au travail et d'apprendre au jour le jour. Et donc, l'expérience de Republic of Togo m'a permis de comprendre que pour toucher et pour réaliser ce rêve que j'avais, c'est-à-dire donner l'information à temps réel et bien vérifier d'ailleurs, il y avait la possibilité de faire avec la presse en ligne. Oui. Et donc, je me suis lancé dans ce pari-là. Alors, dites-moi, quelles sont les conditions réunies pour une presse de qualité en ligne, pour un site d'information de qualité? Enfin, contrairement à ce que des gens pensent, pour faire un site d'information en bonne et due forme, de qualité en ligne, il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, autant de moyens que par exemple à la radio. Oui, c'est quoi les moyens? Ou peut-être pas autant de moyens qu'on devrait réunir pour faire une télé. C'est vrai que vous n'aurez pas à acheter un émetteur ou de l'ampli, mais vous aurez besoin de beaucoup d'ordinateurs, vous aurez besoin de beaucoup de caméras ou enfin d'appareils photo professionnels, et vous aurez besoin de beaucoup de journalistes surtout. Beaucoup de journalistes, des gens qui écrivent, des gens qui sont forts dans le montage aussi. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire vraiment, il faut le faire en infographie. Mais finalement, on a le sentiment qu'on a plus besoin de moyens pour une presse en ligne que pour un journal papier. Quand j'ai écouté plusieurs de nos aînés de la presse dire que vous avez besoin juste de la connexion Internet, je souriais parce que je ne voulais pas non plus les contredire. Je n'en ai jamais parlé, mais aujourd'hui, je le dis ici, vous avez besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup de personnel surtout. Comme je dis d'ailleurs, vous avez besoin d'un infographiste, vous avez besoin d'un photographe, vous avez besoin de plusieurs journalistes qui traitent l'information à la fois. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Merci, donc, pour une information de qualité qui est bien vérifiée et qui est bien traitée professionnellement, qui passe en ligne. Vous avez besoin de tout ça. Et donc, surtout à la presse en ligne, il faut beaucoup, comme je dis, l'argent pour payer les journalistes professionnels que vous avez, le photographe ici, tout ça, donc ça fait beaucoup de moyens. En plus de ce qu'on dit basiquement, la connexion Internet en continu, qui ne doit pas être coupé, surtout si vous avez le malheur d'avoir un serveur au Togo. Et il faut rappeler également que n'est pas donné à tout le monde d'acheter un domaine, enfin un hébergement, un serveur de qualité pour un site qui ne tombe jamais down, comme on dit dans notre langage. Ici, je vois plusieurs sites qui tombent. On nous demande quel est notre secret. Je dis Dieu nous aide. Mais Didier, félicitations pour ce que vous faites. Alors Gérard, avant d'aborder le premier sujet de ce débat, chers confrères, Hervé Essé nous fait revivre les principaux événements qui ont marqué l'actualité nationale de cette semaine. Une attaque terroriste a été déjouée au nord du Togo. Selon des sources sécuritaires, des terroristes venus du Burkina Faso ont été repoussés par l'armée togolaise dans la nuit du mardi à mercredi dans la préfecture de Kpendial. Une attaque confirmée par le ministre de la Sécurité, le général Yark Damhan, mais qui n'aurait fait ni mort ni blessé côté togolais. Les assaillants chercheraient à déstabiliser le cordon des forces armées togolaises afin de venir opérer au Togo. Le Millennium Challenge Corporation MCC a rendu public ce mercredi ses résultats, les cartes de score de l'année 2022. D'après les résultats, le Togo valide 15 indicateurs sur les 20 requis. Dans la catégorie liberté économique, le Togo valide 7 indicateurs sur 8, notamment en matière de politique budgétaire, d'inflation, qualité de la régulation commerciale, le respect de l'équité genre et l'accès au crédit. Mention très bien aussi pour la catégorie bonne gouvernance avec 5 cases cochées sur 6. Dans le capital humain, la dernière catégorie, c'est bon également. 3 indicateurs sont validés
sur 6. Begadou Paneto, secrétaire général du MCA Togo. Notre pays a réédité l'exploit de l'année dernière en validant encore 15 indicateurs sur 20. Nous allons travailler davantage avec le MCC pour corriger l'erreur commise sur la création d'entreprises. Et nous allons aussi analyser la manière dont les progrès réalisés en termes d'investissement dans le secteur de la santé, en matière de renforcement du plateau technique et du système sanitaire, pour que cela aussi soit reflété dans l'indicateur dépenses dans la santé. Un résultat encourageant qui a retenu l'attention de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est revenue jeudi sur le progrès effectué par le Togo. C'était au cours de l'adoption à l'unanimité des députés présents du projet de loi de finances rectificative exercice 2021. Le projet de loi projette des recettes et des dépenses de 1702 868 747 000 francs CFA, soit une hausse de 11,9%. Yawa Djibari Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Cet exercice illustre l'attachement du gouvernement au principe de transparence dans la gestion des finances publiques. Grâce aux ambitieuses réformes politiques, économiques et sociales initiées, nous saluons les performances réalisées par notre Togo en foi dans le cadre du Millennium Challenge Corporation pour l'exercice 2022. La nouvelle grève de 2 jours prévue pour les 10 et 11 novembre par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN a été annulée ce mardi par le Bureau national de la dite fédération. La raison évoquée est le courrier envoyé par le ministre de la fonction publique à la fédération en réponse à sa lettre de préavis de grève. La fédération donne jusqu'au 25 novembre au gouvernement pour satisfaire les doléances des enseignants. Lutte contre la Covid-19, l'ambassade des États-Unis a mis son parking à la disposition du ministère de la Santé pour y installer un centre de vaccination où la population peut aller du 9 novembre au 17 décembre prochain prendre des doses du vaccin Pfizer, première comme deuxième dose. Eric Stromayer, ambassadeur des États-Unis au Togo. Ces vaccins Pfizer sont offerts gratuitement et visent à soutenir les efforts en cours pour protéger les Togolais contre le coronavirus. J'invite tous nos amis togolais et autres qui sont ici au Togo à prendre la décision éclairée de se faire vacciner contre la COVID-19. La clinique sera ouverte tous les jours de 8h le matin à 14h jusqu'au 17 décembre. L'ambassade des États-Unis encourage le plus grand nombre de personnes à venir ici se faire vacciner pour mettre fin à cette pandémie mondiale le plus rapidement possible. La journée internationale des Africains a été célébrée ce mardi à Lomé, occasion pour les membres de l'association des écrivains du Togo ainsi que le Pan-African Writers de réfléchir sur le chemin parcouru et de jeter les bases de la littérature comme gage de la formation et de l'épanouissement du citoyen. Dr Gbenyo Lamadokou, ministre de la Culture, du Tourisme. Le marché du livre au Togo et en Afrique peine à s'animer, mais l'espoir est permis. La flamme de cet espoir est encore ravivée avec la reconnaissance à l'international du génie de l'écrivain africain. C'est pour moi l'occasion de saluer l'attribution du prix Goncourt 2021 au roman La plus secrète mémoire des hommes du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, et c'est toute l'Afrique qui est honorée par ce prix. À travers le thème retenu, vous avez voulu faire de cette journée une occasion de réflexion sur le rôle de la littérature dans la société. Le ministère restera attentif à tous vos apports pouvant aider à une analyse approfondie de la question pour éclairer les prises de décision. Et puis, 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Togo a été contraint au match nul, 1 but partout, ce jeudi face au Sénégal. Un nul au goût de défaite ou presque pour le capitaine des éperviers, Djedé Dakona. C'était un match très compliqué pour nous d'avance, mais en fin de compte, nous n'avons pas démérité la victoire. Le but est arrivé à la 91e minute, un but que normalement, ce sont des trucs à ne pas accepter. On ne peut pas prendre un but à la 91e minute. On essaie d'apprendre, mais franchement, je suis en train de noter une progression de toute l'équipe et je pense qu'avec le temps, nous essaierons de faire mieux. Nous sommes une équipe qui n'a pas trop d'histoire, on a des qualités et de jouer par rapport à nos qualités. L'amélioration vient en jouant les matchs. À force de jouer, à force de perdre certains matchs, à force de faire des nuls, je crois que tout le monde est en train d'améliorer son jeu. Il faut continuer à travailler, c'est primordial. Premier sujet de ce débat, donc, l'attaque que le Togo a subie dans le nord du pays. Une attaque terroriste maîtrisée à Kpenjal, du renfort déployé sur le terrain, tel était l'un des titres à la une du confrère Le Tonnerre paru cette semaine. Attaque terroriste déjouée à Saloaga, renchérit la Nouvelle Tribune. Déjouée par qui ? Par l'armée togolaise, nous dit Togo Réveil, qui ajoute que cela s'est passé dans les savanes. Les assaillants repoussés par notre vaillante armée, Dixit aura les vainqueurs. Pour écho du pays, une attaque terroriste dans le septentrion place Kpenjal sous surveillance.
Les forces de défense et de sécurité sur le qui-vive annoncent l'éveil de la nation. Dans le même ordre d'idées, Temps Nouveau nous dit que le Togo renforce son dispositif antiterroriste dans le nord. J'ai le Perroquet et le Canal indépendant qui me sont arrivés tardivement. La menace terroriste ne doit pas être prise à la légère, nous dit Togo Matin. Enfin, une attaque des questions, voilà le titre du Canard indépendant. Ses confrères, nous ne rêvons pas, ces journées sont togolais, vous les connaissez, et parlent d'un événement qui s'est produit au Togo. Désormais, notre pays, le Togo, sort du club fermé des pays de la sous-région, épargné par des attaques de cette nature. Alors, à votre avis, quelles sont les raisons qui pourraient pousser des terroristes à s'en prendre au Togo, Gérard? Ah ouais, mais quand vous dites qu'on a été épargné par ce genre d'attentat, moi j'ai envie de poser la question, quel genre d'attentat? D'abord, il faut savoir, parce que moi je me rappelle en 86, il y a eu quand même ce qu'on a appelé attentat terroriste. Et moi j'étais témoin d'ailleurs, puisque je vivais à Badago dans ce temps. Mais on a tiré partout dans le quartier, il y avait eu des morts. Et aujourd'hui, il y a encore cette attaque-là. Donc, je ne sais pas si ce cercle est si fermé, nous était si fermés. Et on peut aujourd'hui imaginer que c'était un attentat lié à des causes peut-être djihadistes. Et en 86, c'était d'autres causes, mais attentat, c'est toujours attentat. Ça cause des morts, ça peut déstabiliser un pays, ça peut même pousser le pays vers la guerre civile. S'il y a résistance et que deux camps se forment, c'est fini, c'est parti pour de bon. Oui, on parle de guerre civile quand c'est les citoyens d'un même pays qui se combattent. Mais oui, là... oui, mais il suffit qu'un attentat dure un peu dans le temps et qu'il y a des camps qui se forment, qu'il y a des pros et des contre. Et ça peut dégénérer en guerre civile. Donc c'est au pire des cas, ça. Donc moi je me dis, au lieu de célébrer l'armée togolaise, mais mieux vaut se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous faisons des choses qui pourraient éventuellement créer les conditions pour que les attentats se passent chez nous? Vous n'avez pas oublié, avant que l'ambassade des États-Unis ne déménage vers Atipodi, il y avait eu cette alerte-là au temps de Ben Laden, où on disait il faut placer des bombes, et il y a eu cette fuite-là de câbles diplomatiques, où le monsieur répondait il y aura beaucoup de morts. Et la réponse était, à cette réaction-là, peu importe. Vous imaginez un peu, si à Atipodi, une bombe éclatait. Moi, je me dis, si la bombe fait 10 morts, les gens vont se piétiner et feront 1000 morts. Parce que le Togolais n'est pas habitué aux explosions. Non seulement nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses, mais on nous habitue aussi à la peur. On nous fait peur face à ces... Quand moi je regarde la télé, vous voyez des attentats et les gens ils gardent leur calme. J'imagine mal le Togolais ne pas courir dans tous les sens après qu'on ait abattu 3, 4, 5 personnes devant lui. Donc moi je m'inquiète beaucoup. Je me dis, c'est vrai qu'on est bien parti, il y a eu très peu d'attentats, mais il ne faut pas qu'on rattrape et qu'on dépasse les autres après. Parce que c'est possible. Didier, à votre avis, quelles sont les raisons qui pourraient pousser des gens à s'attaquer à notre pays? Bon, d'abord les raisons, on pourra évoquer d'ailleurs les raisons géographiques d'abord, parce que la zone dont il est question est une zone tampon entre 3 pays, donc Sanloaga dans le Pendjal, c'est pratiquement le Burkina Faso et pas loin du Bénin déjà. Et quand on sait que les terroristes avaient déjà frappé dans le nord du Bénin avec l'enlèvement de touristes. Et donc, on savait déjà que ces terroristes ou ces assaillants utilisaient pendant longtemps la zone nord du Togo. Ils passaient dans les zones de Mandouri. Des gens disent d'ailleurs qu'on les aperçoit venir faire de la fête entre Saint-Cassé et Dapaon, les week-ends, tout ça. Donc, c'est une zone à risque déjà. Mais c'est également une zone où les terroristes pensaient pouvoir régner parce que pendant longtemps, nous n'avons pas travaillé. Quand je dis nous, je parle de la nation togolaise, l'État togolais. On n'a rien fait pratiquement pour la région des savanes. Et si vous y allez, c'est une région, d'ailleurs, nos statistiques officielles le disent pleinement, c'est la région la plus pauvre du pays. Et donc, n'importe qui vient, qui donne 100 francs là-bas est trouvé comme... je caricature un peu, être trouvé comme le Messie. Et donc quand les terroristes viennent, ou des gens viennent pour offrir un forage par ici, une mosquée par là, une école
par ici, les gens pensent que c'est des gens qui viennent faire du bien, alors que c'est déjà des actions qui permettaient de conditionner l'acceptation de ces personnes qui viennent au comportement inhabituel, qui viennent s'installer dans la région. Et donc, un peu partout dans cette partie-là, on imagine des terroristes ou des potentiels terroristes dissimulés dans des localités un peu partout. Donc, dernièrement, et vous savez d'ailleurs, et c'est pas caché, sur le plan diplomatique, le Togo fait tout un bouquin également sur la question du terrorisme. Et peut-être que des gens ont voulu nous essayer, voir si on était sérieux. Et donc, il y a des raisons géographiques, mais il y a essentiellement aussi des raisons diplomatiques qui permettaient, qui réunissaient toutes les conditions. On estime que le Togo se mêle un peu trop de ce qui se passe au Mali, voilà, c'est bien ça. Oui, non, pas seulement au Mali, mais partout. Si on en fait un discours officiel, le sujet premier d'ailleurs de notre rentrée diplomatique 2021-2022, c'est d'ailleurs la question du terrorisme et la sécurité du Sahel, alors que le Togo n'est pas au Sahel. C'est vrai, les officiels ont donné les raisons qui les poussent à y aller, mais quand vous vous mêlez trop des affaires des autres, finalement on laisse les autres, on vient vers vous. Je pense que on est sur ce chemin-là et je veux croire que si le bon Dieu le veut, que ça nous épargne, que ça s'arrête juste à cette tentative ou à cet attentat, et parce que des actions du genre, je présume qu'il y en a plusieurs de recensés déjà par l'armée togolaise, mais si on arrive à en parler cette semaine, ça veut dire que ce qui est arrivé cette semaine est plus sérieux que les autres fois où les terroristes ont tenté de rentrer au Togo ou de passer par le Togo pour rentrer soit au Bénin ou de retourner au Burkina. Cette fois, ça a été beaucoup plus sérieux et ça a mérité la réaction. Vous voyez, de l'état-major, du ministre de la Sécurité et directement du chef de l'État qui a passé toute la journée de jeudi dans cette région-là. Ça veut dire que c'est assez sérieux, même si on ne nous donne pas le bilan aujourd'hui. C'est ça. Alors, cette attaque, nous dit-on, de source sécuritaire n'a fait ni mort ni blessé. Alors, quelles sont, Gérard, de votre point de vue, les dispositions à prendre pour éviter que ces gens ne fassent un carnage un jour au Togo? Non, moi, ce qui m'intéresse, vous avez parlé tout de suite des causes. Oui. Il faut noter qu'il n'y a pas de cause en tant que telle. C'est-à-dire que le seul mobile de ces gens-là, c'est de changer l'ordre établi. Il y a un ordre établi, eux, ils ne sont pas d'accord. L'ordre mondial aujourd'hui, on a une sorte de culture universelle, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais ces gens, est-ce qu'ils viennent au Togo pour changer le régime en place ou... Évidemment, l'idéologie des djihadistes, comment vous l'expliquez? La pauvreté, comme Didier l'a dit, c'est peut-être un des ingrédients. Mais regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Regardez les terroristes du 11 septembre. C'est des ingénieurs, c'est des gens qui n'ont pas faim. Et pourtant, ils ont sacrifié leur vie pour faire rentrer un avion dans un gratte-ciel. Donc cette histoire il faut donner à manger aux populations et puis le terrorisme va s'arrêter, moi je ne suis pas tellement sûr. C'est des gens qui ont des mobiles religieux, des mobiles politiques et ils trouveront toujours des insatisfaits. Bon, moi pour les causes, je suis vraiment sceptique. Oui, les insatisfaits justement, on les compte beaucoup parmi les pauvres. Et donc... Et c'est pour ça, c'est que tous les spécialistes sur le terrorisme parlent, les régions concernées, c'est qu'il faut travailler sur les populations. Je vous donne un exemple très palpable. On a arrêté entre-temps un Nigérian qui était étudiant ici au Togo dans un avion. Et il a mis un explosif dans sa semelle. Et il était dans quelle école? J'ose le dire parce que c'était officiel, British School. Et vous savez combien on paie par mois pour ces écoles-là. Et pourtant, c'est ce jeune homme-là qui voulait faire exploser un avion. Il y en a qui le font par brigadement, par idéologie, voilà. Et puis les autres parce que il faut bien manger. C'est pour dire que la chose est tellement floue et que ces gens-là trouveront toujours des adeptes, des gens pour faire ce sale boulot-là. Donc moi je veux dire, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever tout ce qui peut favoriser d'abord les crises politiques. Oui. Ce que moi je crains pour le Togo, c'est tous ces insatisfaits-là, tous ces aigris-là qu'on crée pour... pas les actes politiques ou bien les actions politiques. Bon, si je regarde un peu dans le rétroviseur, vous avez vu la dernière crise qui s'est passée au Togo, ce qui s'est passé à Sokodé, Bafilo, tout cela. Moi, ça ne m'étonnerait pas que si des djihadistes viennent, qu'ils puissent trouver des gens qui, même s'ils ont un boulot, même s'ils ont à manger, qui se disent c'est l'occasion de prendre une certaine revanche. Moi, je dis la crise au Togo, la crise politique au Togo doit être résolue. Sinon, ça va être pour nous un triple exercice. Et pour ceux qui sont pour les gouvernants, il n'y a pas de crise. Ouais, ça, c'est se cacher un peu
c'est la politique de l'autruche. Hein, parce que ce serait très difficile de gérer 3 crises. Une crise économique avec la guichère et tout cela, une crise liée au terrorisme et en plus une crise politique. Ça va être extrêmement difficile. Et la crise sanitaire. Ben, peut-être ça aussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter rapidement Oui, quelque chose. et ce qu'on dit, on pourra aligner des crises. Hein. Il y a une crise de société, il y a une crise de citoyenneté au Togo. Le Togolais est fier aujourd'hui. Quand vous lisez les commentaires, vous tombez des nues. On parle du terrorisme là. Mais quand vous lisez les commentaires, vous avez le sentiment des gens qui sont contents. Et quand on en arrive dans un pays à un degré de crise, à un tel degré de crise de citoyenneté, c'est assez dangereux et les autorités ne doivent pas faire dans la politique de l'autruche comme le dit le doyen Gérard. Il faut véritablement que la nation arrive à retravailler sur elle-même et qu'on se sente véritablement un pays, que des gens se sentent appartenir au Togo, ou que des gens ne se sentent pas à part. Quand les citoyens se sentent à part, il a dit que la dernière crise, je ne sais pas si c'est la dernière, parce que à mon sens, il y a des crises qui se multiplient dans le pays, et que est-ce qu'on a résolu totalement... De mini-crises, quoi. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a généralement de grandes crises qui créent de petites crises à l'interne. Et donc, qui enfantent des enfants. Oui, c'est-à-dire que la crise à laquelle Gérard faisait allusion, c'est, on le sait tous, la crise du 19 août 2017. Est-ce qu'on a totalement résolu cette crise? Je ne crois pas. Et on a vu qu'à l'issue de cette crise, il y a d'autres crises. On a vu l'arrestation de plusieurs jeunes qu'on attribue à un regroupement appelé Tigre Révolution. Des gens meurent en prison, d'autres sont malades. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, on réclame leur libération. Il y a d'autres événements qui s'ajoutent. Et du coup, quand on ne reconnaît pas qu'il y a un problème pour régler, je pense qu'on va beau mettre, je ne sais pas, recruter, il y a un concours de recrutement d'ailleurs, on va beau recruter plusieurs jeunes Togolais pour renforcer l'effectif de l'armée. Ça ne permettra pas de sauver le pays du terrorisme, parce que quand même j'ai entendu un ministre de la Sécurité dire une fois que même parmi eux aujourd'hui, il y a des gens qui ne contrôlent pas. Et donc, si des gens candidats potentiels au terrorisme se font enrôler dans les armées, comme ce qui s'est passé par exemple au Nigeria, on dirait un jour bonjour Boko Haram ici, et donc c'est assez grave pour nous. Reconnaissons que nous avons des problèmes entre Togolais et essayons de les régler dans le cadre peut-être des dialogues, des concertations, et pour passer à autre chose, pour faire front commun à l'ennemi. Parce qu'il y a pendant longtemps un hymne qu'on nous a fait chanter dans ce pays: quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. Bien, deuxième sujet, la crise dans le secteur de l'éducation. Juste une remarque, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte sur les forces de défense seulement. On compte sur les renseignements, et puis on compte sur les indices. Des gens qu'on a mis dans des quartiers, quand quelque chose se passe, avertissez-nous et tout cela. Mais est-ce qu'avec ces 3 éléments-là, on pourrait résister durablement à la pression de ce danger-là du terrorisme? Moi, je crois qu'il va falloir que nous fonctionnions un peu comme certains pays plus avancés, où quand vous êtes dans la rue et que vous êtes un peu suspect, c'est une vieille femme ou bien un vieil homme qui va prendre son téléphone pour appeler la police, pour dire: mais il y a un jeune homme là qui circule là, mais venez voir. Il faut que nous ayons ce réflexe-là. Est-ce qu'aujourd'hui le Togolais est prêt à ce réflexe? Je crois que non, personne ne se sent responsable de rien, personne n'a peur, et voire même pire que ça, certains sont insatisfaits au point qu'ils peuvent voir des trucs suspects, mais ne pas signaler du tout. C'est ça justement qui est grave. On ne veut pas le dire parce qu'on voudrait avoir le cœur tranquille, mais nous en tant que journalistes... Et c'est un problème, c'est nous tous qui serons concernés. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Et il ne faut pas oublier que ces terroristes-là, on les appelle terroristes, c'est vrai, ils sont parfois très malins. Ils ne vous donnent pas, ils ne vous promettent pas seulement le manger. Ils vous disent: ben, quand les choses auront changé, ben, vous serez nommé colonel, hein, vous serez ceci. Hein. Il y a tellement de... Il y a aussi la malice dans lequel... C'est ce piège-là dans lequel beaucoup peuvent aussi tomber. Moi, je dis, comme Didier l'a dit aussi, il faut changer beaucoup de choses, mais aussi il faut apprendre aux Togolais à ne pas avoir peur. Parce que tôt ou tard, à un moment donné de la vie d'une nation, ou bien à des moments donnés, il y a toujours des événements, que ce soit des guerres, que ce soit des catastrophes naturelles et tout. Il faut apprendre au peuple à ne pas avoir peur, à ne pas paniquer. Alors qu'ici, c'est le contraire. On dit: ben, faites-leur peur pour mieux les diriger. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie. On va pas ouvrir ce débat-là pour protester contre le fait que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse de gratification dite exceptionnelle. La FESEN a appelé la semaine dernière les enseignants
a observé une grève de 2 jours. La réaction du gouvernement a été foudroyante. Plus de 1000 directeurs du préscolaire et du primaire, oui, je crois, déçus de leur titre et renvoyés à la craie, comme disait le ministre Kokoroko. Alors, que pensez-vous de ce mode de grève, Didier, qui a été lancé la semaine passée? Non, moi je pense que pour un syndicat, c'est assez normal. C'est assez normal. J'ai écouté beaucoup de commentaires, j'ai lu les réactions des ministres qui ont fait du juridisme pour rappeler des textes et tout ça. Mais bon, moi de ma petite mémoire, ce que je retiens, c'est que suspendre une grève et la reprendre après reste une pratique syndicaliste. Ce n'est pas la FESEN qui est la première organisation syndicale à faire, à se donner dans une telle pratique. Donc on en a fait toute une histoire dernièrement, au lieu de regarder qu'est-ce qui amène l'organisation à relancer un mouvement, un mot d'ordre de grève qui, bien sûr, a été déposé sur la table du gouvernement et qui a été suspendu suite à des négociations. Mais maintenant, l'organisation n'est pas satisfaite. Le gouvernement trouve que c'est une grève illégale, qui ne respecte pas la loi qui régit justement ces mouvements-là. Non, ce que je dis, les gens ont dit que la loi ne rétroagit pas. Bon, on connaît, les Togolais aujourd'hui sont habitués un peu au droit et tout ça. Je dis, l'organisation en question avait déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement avant les nouvelles dispositions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Si je rappelle bien, le 30 décembre 2020, alors que le mot d'ordre de grève, le préavis de grève était déjà sur la table du gouvernement en septembre et octobre déjà 2020. Donc, est-ce que la nouvelle disposition qui a été adoptée ultérieurement est en train de frapper le mot d'ordre de grève qui a été suspendu entre-temps sur demande du gouvernement? Bon, voilà des questions qu'il faut se poser. Une grande question de droit. Là. Mais on ne va pas continuer dans le juridisme. Oui. Ce que moi je crois, c'est que pour toute organisation syndicale, il était normal de tâter le pouls du terrain, d'inquiéter l'employeur et de lui rappeler que tout n'est pas rose, qu'il y a des choses encore à refaire et surtout cette histoire de promesse-là et dont il faut rappeler l'historique. Si on a un peu de temps, il faut dire que tout partait d'ailleurs de la revendication des enseignants. À l'époque, c'était la CZ et on avait vu ces grèves répétitives qui avaient déversé sur nos routes des milliers d'élèves qui réclamaient que le gouvernement réagisse, que les enseignants viennent faire les cours. Le gouvernement a mené des discussions avec ces enseignants-là et ça avait abouti à ce qu'on a appelé à l'époque du Premier ministre Klassou la mouture même du statut particulier des enseignants parce que c'était la revendication essentielle. Donc, lorsque le texte a été élaboré et adopté en présence d'ailleurs des membres du gouvernement et lors d'une séance présidée par le Premier ministre, on avait dit que dans quelques mois, les enseignants allaient commencer par jouir de leur statut particulier. Et pendant que les enseignants s'attendaient à ce qu'on mette en application le statut particulier, le gouvernement a dit non, bon, on l'a adopté, vous savez, mais il faut attendre un peu pour organiser. Bon, venez, on va signer d'abord un protocole d'accord. On signe un protocole d'accord avec des promesses d'augmenter les primes des enseignants chaque année. On l'a fait la première année et la deuxième année, on a dit non, qu'il y a 2 milliards, mais bon, on va faire les bâtiments avec. Ce qui avait commencé par braquer les enseignants. Donc, l'année d'après, l'année 2020, on a dit non, qu'il y a des crises, il faut attendre, et tout ça avec coronavirus, il faut attendre. Et la même année, on ajoute encore plus du travail aux enseignants, on dit de faire, comment ils ont appelé ça, le double flux. Et des gens vont travailler du matin jusqu'au soir, donc jusqu'à samedi d'ailleurs, mercredi soir, samedi y compris. Et les enseignants ont accepté faire. Après, on dit on va vous faire une gratification exceptionnelle. On parle de gratification exceptionnelle. On a oublié déjà l'affaire du statut particulier. On a oublié les termes du protocole d'accord. Et on nomme un ministre de l'enseignement qui vient et qui fait réviser le protocole d'accord, alors même que ce protocole n'a pas encore été appliqué entièrement. Donc, vous voyez, l'un mis dans l'autre, j'ai eu le sentiment que nous avons déplacé les problèmes et nous continuons de les déplacer. Là encore, on est en train de les repousser dans le futur
en attendant d'avoir la paix pour gérer d'autres choses actuellement. Donc, dans le futur, ne soyez pas surpris que si la FESEN échoue aujourd'hui, qu'une autre organisation syndicale revienne demain encore plus puissante pour pouvoir relancer encore des mouvements de grève. Et là, on est dans un travail de Sisyphe. On repart toujours, on pense avoir atteint le sommet, mais on revient toujours au pied de la montagne. Et je pense que si on continue à gérer les secteurs comme ça, les crises vont continuer et à n'en point finir. Ouais. Et ce sont nous, les parents d'élèves, nous, les tuteurs et nos enfants qui vont en souffrir. Et le gouvernement pourra utiliser la force et les moyens pour gérer cette situation. Comment avez-vous trouvé la réaction du gouvernement, du ministre Kokoroko Gérard? Non, moi je vais vous décevoir. C'est-à-dire que les développements que Didier vient de faire, c'est très bien, c'est très ingénieux, c'est très sophistiqué. C'est vrai, mais moi je me dis, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus facile de choisir le chemin le plus court? Dans un pays, prenez des pays comme les USA, la Suède, l'Allemagne, la Hollande, tout ça. Vous n'entendez pas souvent parler de grève. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la transparence dans la gestion. Parce qu'il y a le devoir de reddition de comptes. Quand vous gérez un pays, vous rendez compte à ceux-là que vous gérez. Et quand vous voulez prendre des décisions, vous associez le plus grand nombre de personnes possible. Et là, vous voyez l'unanimité, même si l'unanimité n'est pas parfaite, les gens sont d'accord. Et vous avez une société pacifique et pacifiée. Au lieu d'avoir toujours des grèves, des justifications, des actions et des réactions, on en finira quand? Quand est-ce qu'on va construire le Togo? Si la FESEN disparaît, demain il y aura un syndicat beaucoup plus puissant. Voilà. Pendant que d'autres avancent, nous on est dans des guerres, dans des guerres. Bon, moi je me dis, il faut seulement que ce pays-là fonctionne autrement. La Cour constitutionnelle fonctionne bien. Quand le chef de l'État ou bien des ministres font des voyages, qui viennent faire rendre des comptes, on parle au peuple, voilà, il y a des échanges. Et nous tous, il y aura quand même une certaine entente et une certaine paix sociale. Mais là, actuellement, c'est qu'il n'y a pas la paix sociale. Ceux-là qu'on dirige, ils ne savent pas de quels moyens financiers dispose l'État. Et donc, c'est comme vous êtes un parent d'élève, vous dites à vos enfants, j'ai pas d'argent. Or, votre enfant ne savent pas si vous gagnez 100 000 francs ou bien 1 million. C'est normal qu'ils vous réclament des choses extraordinaires. Soit ils vous réclament trop peu ou bien trop. Et donc, l'État peut changer de gouvernance, plus de transparence et la reddition des comptes. Et vous verrez, il y aura plus beaucoup de mouvements sociaux. Vous ne m'avez pas du tout déçu. Je vous ai rassuré. Mais vous n'avez pas été moins sophistiqué que Didier. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? Est-ce que le gouvernement a promis une gratification exceptionnelle? Il n'a pas honoré sa promesse. Alors, est-ce que vous trouvez normal que les enseignants réagissent? Est-ce que vous trouvez normal la réaction du ministre Kokoroko? Voilà, faisons simple pour que ceux qui nous puissent comprendre. Voilà, non, ce qu'il a dit est peut-être plus simple. Si le gouvernement promet une gratification de 100 000, vous êtes sûr que quand on aura donné ces 100 000 là, certains ne vont pas dire « Ah bon, ils ont de l'argent. Réclamons-leur 1 million, voire. » Parce que peut-être que dans la cagnotte, il y a 10 milliards. Mais c'est ça, quoi. Le fait de ne pas savoir de quoi l'autre est capable, ça fait que... on réclame toujours plus. En économie, on dit, comment ça s'appelle, au mot économique, que l'homme n'a pas de limite dans ses besoins. Ils vont toujours réclamer encore plus. Bien, on va évoluer. Non, je vais dire juste un dernier mot dessus. C'est quand j'ai fait mon développement, ce n'était pas peut-être à l'avantage du gouvernement, mais ce que je voudrais dire, là où moi j'arrivais, c'est pour dire que le chef de l'État, à un moment donné, avait compris ce qu'il fallait faire pour le secteur de l'éducation. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Il faut faire des états généraux de ces secteurs-là. Comme Gérald l'a dit, il y a des pays où on n'entend pratiquement pas parler de grève dans des secteurs assez vitaux comme l'éducation par exemple ou la santé par exemple. Pourquoi ne pas faire des états généraux de l'éducation où on définit quel est le profil même de l'enseignant togolais qu'on veut pour nos écoles, qu'est-ce qu'on met dans ce qu'on appelle enseignant, la fonction enseignante même, définir la fonction enseignante et définir, je ne sais pas comment vous appelez, les catégories dans l'administration et par rapport au salaire et tout ça, pour que quand tu as des primes qui s'ajoutent, des primes... Est-ce que ce n'est pas une manière, les primes là, les gratifications, c'est pas une manière de ruser du gouvernement et c'est ça? Est-ce que ça nous remet, comme vous avez dit, déplace le problème? On ne trouve oui, pas ça déplace le problème, ça ne le résout pas. Et c'est ce que je dis, c'est que si on veut résoudre définitivement ce problème de l'enseignement, c'est de faire des états généraux et de définir la fonction enseignante, ce qu'on appelle par fonction enseignante, quel est le salaire possible pour l'enseignant togolais quand tu as tel diplôme, quand tu es à tel niveau de l'enseignement,
et qu'on définisse tout ça dans un paquet et que Quand celui tu es affecté dans telle région, voilà, celui qui est candidat à l'enseignement, c'est que quand je suis enseignant et que je suis affecté à Kara, je sais que l'État m'assure le logement et mon salaire me revient à la fin du mois. Les membres du gouvernement ne sont pas assez intelligents pour savoir que voilà, on peut procéder de cette façon-là. Ils sont assez intelligents, ce sont des professeurs de l'éducation, mais on se demande pourquoi pourquoi des choses aussi basiques ne se font pas pour refonder même la nation dans un certain nombre de secteurs du pays. Je pense qu'il faut refonder le pays, le secteur de l'éducation y compris, le secteur de la santé y compris, et d'autres secteurs, pour qu'au moins qu'on soit sûr que dans ces secteurs-là, il n'y aura pas de crise sociale. Mais si on ne fait pas ça, si on veut continuer à donner des gratifications, des primes de salissure, de veille, des mesures ponctuelles, des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis, si on continue dans cette lancée-là, la FESEN, on va finir aujourd'hui avec la FESEN, comme on en a fini avec la STT, avec la CZ, avec d'autres. Demain, d'autres syndicats vont émerger et est-ce qu'on va continuer à promettre d'autres primes? Est-ce que ce sera gratification exceptionnelle ou gratification définitive? Je ne sais pas quelle va être la dénomination. Voilà. Le bras de fer entre les enseignants regroupés au sein de la FESEN et le gouvernement a été traité par presque tous les journaux parus cette semaine. Sika n'était pas dans les kiosques cette semaine. Voici les titres que l'on pouvait lire à une de ces journaux. L'arbre qui cache la forêt, tel est le titre sibyllin. À la une du confrère, l'expression qui voudrait insinuer que les problèmes qui minent l'enseignement sont nombreux. Pour Togo Matin, qui jette une pierre dans le jardin des enseignants, l'exagération et le chantage doivent prendre fin dans le système éducatif. Commentant le renvoi à la craie des directeurs décidé par le ministre Kokoroko, Liberté écrit, je cite, Dodi Kokoroko, ou l'art d'alimenter une crise et puis de nier son existence. De son côté, le correcteur se fend du commentaire suivant. La gouvernance par la peur, un goulot d'étranglement. Pour Méga Info, Kokoroko fait fléchir les genoux, s'explique, mais favorable au dialogue. Dodi Kokoroko sanctionne, mais rassure, Dixit Focus Info. Jusqu'où ira le bras de fer entre Kokoroko et les enseignants, s'interroge l'alternative. Pour le triangle des enjeux, l'attitude guerrière de Kokoroko braque les enseignants et les pousse à la détermination. Commentant le deuxième mot d'ordre de la FESEN lancé pour cette semaine, le messager annonce à ses lecteurs que la FESEN poursuit sa démarche solitaire et appelle à une nouvelle grève. Paru après l'annulation du mot d'ordre de grève de cette semaine, le libéral annonce que la FESEN sursoit à la grève et ajoute que c'est une lettre du ministre Bawara qui calme tout. Le ministre Bawara de la fonction publique répond, nous dit le Magna libéré. Et visiblement dans le secret des dieux, Togo Réveil révèle à ses lecteurs comment les ministres Bawara et Kokoroko ont amené la FESEN à annuler la grève. Selon la lanterne, la FESEN fait marche arrière suite à la fermeté des deux ministres entendés, Bawara et Kokoroko. Et la lanterne d'ajouter citation, méchanceté de Roussime ou défiance du pouvoir. Et visiblement satisfait des mesures prises à l'encontre des directeurs et sans doute aussi admiratif, le Tonnerre propose le titre suivant à son lectorat. Le professeur Kokoroko aux manettes avec maestria et responsabilité. La FESEN appréciera, n'est-ce pas? Comme pour doucher l'enthousiasme du confrère Le Tonnerre, Canal D s'écrit. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Allant de son commentaire sur l'annulation de la grève très sobrement, voilà les vainqueurs déclarent que la FESEN suspend la grève et privilégie la recherche de solutions idoines. Pour le dialogue, la FESEN fait preuve de bonne foi et, comme soulagé, Écho du pays déclare que la sagesse a prévalu. Vers une décrispation, telle est la question que pose Dounia. Vers un début de solution, s'interroge de son côté Gazelle Info. Et pour le médium, il faut éviter l'escalade. Enfin, sans doute déçu, le changement considère l'annulation de la grève comme une abdication qui transforme les échecs cuisants de Kokoroko et Bawara en victoire éclatante. Fin de citation. Puis j'ai la dernière minute le Pérocco qui nous dit Dodi Kokoroko, un opposant à mission tapis dans le gouvernement. Alors, chers confrères, la sanction est imposée au directeur qui a été donc dégradé. Est-ce que cela ne peut pas créer des problèmes? Ça a déjà créé des problèmes. Dans les établissements où des directeurs ont été relevés, il y a eu un peu de cafouillage. Pas un peu, mais du grand cafouillage, du désordre un peu. Vous savez, nous sommes en Afrique. N'ayons pas peur de ces choses. Ça fait partie d'ailleurs de nos réalités.
les directeurs sont les anciens, c'est-à-dire c'est les doyens de la corporation des enseignants. Et donc, quand dans des établissements, il y a des doyens que vous reconnaissez et qu'on vous met à leur tête, c'est difficile pour la jeune génération de pouvoir assumer. Des gens ont peur de pouvoir travailler et de pouvoir assumer un certain nombre de responsabilités. Il y a des enseignants qu'on a proposés pour prendre la place d'un certain nombre de directeurs qui ont refusé. Et il y a eu également du désordre parce que quand vous commencez une année scolaire et en milieu d'année comme ça avec des compositions de fin de trimestre qui doivent démarrer, vous dites que vous relevez les directeurs, vous créez tout un tas de problèmes à l'établissement et des gens ne savaient pas comment est-ce qu'il faut gérer un certain nombre de situations. C'est pour ça que j'ai compris d'ailleurs que le ministre avait donné la possibilité à un certain nombre de directeurs relevés de venir justifier de venir justifier, voilà, de venir s'expliquer. J'ai eu dire hier ou avant-hier que plusieurs d'entre eux ont été rétablis. Donc, si plusieurs d'entre eux ont été rétablis, le ministre lui-même a compris que peut-être que c'est une décision à prendre pour avertir la FESEN ou d'autres syndicalistes, mais c'est une mesure, il le savait, que cette mesure-là allait créer trop de désordre dans les établissements, dans l'ensemble du pays, et ça en a créé. Et donc, si on a donné la possibilité au directeur de venir justifier que ils ne pouvaient pas recenser des gens et tout ça, ok, et qu'on a rétabli un certain nombre de directeurs dans leurs fonctions, je dis plutôt bravo à cette démarche-là et qu'on continue dans cette démarche d'explication et de compréhension pour que tous les 1350 directeurs, au final, puissent regagner leur poste et que les discussions continuent pour apaiser la situation actuellement. Parce que si, comme les gens ont dit, si les enseignants sont braqués, si les gens ne veulent pas faire cours, on ne peut pas les remplacer. Ils sont à peu près 30 000, on ne peut pas les remplacer. Je ne pense pas qu'on peut remplacer les 30 000 enseignants qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si on en a les moyens, si on en a la capacité d'ailleurs. Donc, si on veut faire peur à des gens qui s'estiment puissants, d'ailleurs des gens qui gagnent les visas et qui partent tranquillement et qu'on cherche en vain à remplacer, surtout les professeurs de mathématiques, de physique, de sciences, c'est eux qui sont les plus durs dans cette histoire de grève. Alors qu'on fait des concours, on cherche des enseignants dans ces matières-là, on n'en trouve pas. Et donc, allons mollo, et comme j'ai dit, gérons notre crise-là par le début, c'est-à-dire posons la base de quelle est la fonction enseignante, qu'est-ce qu'on appelle comme ça, et qui doit être enseignant, comment on les recrute, qu'est-ce qu'ils gagnent. Ça permettra de résoudre plutôt que d'aller par la force. Et si vous utilisez la force, petits qu'ils soient de l'autre côté, eux aussi vont braquer. Leur force, c'est d'aller en grève et de vous mettre en difficulté. Oui, moi, Gérard Rapote pour à passer à autre chose. J'écoutais Didier tout à l'heure, il parlait de doyens. Je fais remarquer que ce n'est pas seulement les doyens, ce n'est pas forcément les doyens qui sont les directeurs. En fait, la fonction de directeur, ce n'est pas compétence. Il y a des enseignants qui ont fait 30 ans de service qui n'ont jamais été directeurs, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas la carrure ou bien n'ont pas la compétence. Donc, moi, j'estime que le professeur Kokoroko, et que je respecte beaucoup, il vient de remplacer des insoumis par des incompétents. Pour quelqu'un qui a enseigné, moi, c'est surprenant. Ça veut dire que j'ai un service, j'ai une société, et parce que certains ne se couchent pas devant moi pour que je leur marche dessus, alors je les renvoie tous et je mets des incompétents. Si je prends le journaliste, je prends des gens qui ne savent pas écrire des articles, je dis, d'accord, vous écrivez des articles. Mais formellement, le professeur Kokoroko a le droit de sanctionner ses collaborateurs quand il estime qu'ils ne respectent pas ses instructions. Non, je ne pense pas. Il n'a pas le droit de sacrifier l'avenir des enfants. Vous ne pouvez pas faire former nos enfants par des incompétents. Des gens que vous savez très bien être incompétents. C'est pour ça que vous ne les avez pas nommés directeurs. Mais si on coup de tête, vous les mettez directeurs et vous remplacez d'autres parce qu'ils ne vous ont pas respecté. Et sincèrement, moi, quelque part, ça me choque un peu. Et le fait même qu'il ramène maintenant ceux-là qu'il a démis de leur fonction. Bon, pour un ministre quand même... Et ça n'a pas été dit. Officiellement. Oui, mais le fait, c'est la transparence dont vous parlez, ça. Le fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ravalé votre crachat, un peu. Et pour un ministre, c'est quand même
assez rabaissant. Et moi, je dis, il aurait pu, comme Didier le disait... Non, mais est-ce qu'il n'est pas souhaitable... Non, c'est quand vous dites qu'il a repris son crachat, est-ce qu'il n'est pas souhaitable qu'il revienne plutôt sur cette mesure-là, puisque vous estimez que ça déstabilise les écoles et surtout, ça risque de créer des problèmes à la formation des enfants? Moi, je dis qu'en politique, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Quand vous faites des choses où vous êtes dans une situation où le ministre a perdu la face devant ceux-là qui doivent administrer. Il faut qu'il démissionne. Ben, il faut qu'il parte. Bien. Malheureusement, c'est un peu ça. Mais une dernière remarque, hein, est-ce qu'on peut forcer les gens à aller à l'école? On peut les forcer. Mais est-ce qu'on pourra les forcer à bien enseigner? Parce que se tenir devant les enfants et dire bonjour les enfants, comment vous allez, vous causez, vous faites du n'importe quoi, ben après vous remplissez le cahier. On ne peut pas forcer, on ne pourra jamais forcer les enseignants à faire leur tâche avec enthousiasme et avec efficacité. C'est ça que le professeur Kokoroko oublie malheureusement. Je voulais donner ce témoignage-là. Quand on était en première, par exemple, on avait eu un professeur de sciences physiques qui est, je vous dis, qui est docteur en sciences physiques. Il a été renvoyé de l'université, je crois à l'époque de Yadema, pour aller enseigner dans les lycées. Quand il vient en classe, qu'est-ce qu'il fait? Il a son salaire de docteur. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son livre, il écrit, il recopie quoi, genre le livre, et il vous dit recopier. Qu'est-ce que vous voulez? Le blanc a tout fait. Puisqu'on m'a emmené ici pour vous réciter les choses, donc recopier. C'est-à-dire qu'il vient, il est enseignant, il vient, mais lui tout ce qu'il fait c'est de recopier le livre. Si tu as le même livre que l'enseignant, tu n'as pas besoin de venir en classe. Donc vous voyez, il enseignait jusqu'en série C, hein. Donc vous voyez, vous imaginez la base qu'il est en train de donner à nos élèves, et aujourd'hui on dit qu'on n'a pas des gens assez sophistiqués dans les séries scientifiques et tout ça, mais quelle a été la méthode de formation? Et les enseignants, comme il le dit, des gens viennent en classe, mais ils ne sont pas là pour enseigner, c'est pour juste faire l'acte de présence. Il va être midi, ou ces 2 heures vont finir, il va partir. C'est dommage que l'enseignement se portait très 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 mal. Voilà. Oui. L'actualité, c'est aussi l'arrestation la semaine dernière de Jean-Paul Oumolou, un proche de la DMK. Je reprends pour vous, chers confrères, cette question de Togo Matin. Et qui est au juste Jean-Paul Oumolou, Didier? Jean-Paul Oumolou, pas quelqu'un d'extraordinaire hein, pour les Togolais, pour ceux qui suivent l'actualité du pays depuis les années 2000 à ce jour, savent que c'était un leader estudiantin qui avait mené des mouvements à l'université de Lomé, comme tous les étudiants ou ceux qui sont passés par l'université. Il était l'un des plus virulents contre, à l'époque, le régime des Adémans. Il a été arrêté, il a fait la prison, il a été persécuté, tout ça. Et après, il est parti en exil. Donc, enfin, il a eu l'asile politique en Suisse, où il s'est établi depuis lors. Donc, il s'est fait former dans les BTP. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis. Il a démarché un peu partout sur le continent actuellement. Et il vit là-bas. Il vit en Suisse avec sa famille et tout. Et donc, comme il est parti, il est resté tel. C'est-à-dire, il est parti en opposant dans l'âme. Il est resté l'opposant dans l'âme. Donc, il a milité, non pas milité, mais il a sympathisé avec plusieurs partis d'opposition, l'ANC, d'autres, les plus radicaux surtout, avant 2020. Et donc, en 2020, il a été conquis par les propositions peut-être de la DMK. Et il est allé dans ce camp-là de la DMK, et il a été l'un des gens qui militaient dans la coordination internationale de la DMK, Dynamique Monseigneur Poduro. Donc c'était quelqu'un qui pensait il pensait lui aussi qu'Agbouémé Kodjo a gagné l'élection présidentielle de 2020. Et on a vu ses directs, ses vidéos sur Facebook, et ses réactions énergiques. Et il a été nommé ambassadeur par... Non, même bien avant, et après, il s'est fait nommer ambassadeur par le président démocratiquement élu entre griffes, Agbouémé Kodjo, donc ambassadeur d'Agbouémé Kodjo près de la Confédération suisse. Donc, c'était comme ça, on le dénomme.
Et donc, à ce titre-là, bon, on l'a jamais vu jouer un rôle d'ambassadeur quand même, mais il est l'un des plus virulents, critique le chef de l'État, tout ce que fait le gouvernement et d'autres partis d'opposition d'ailleurs, il est critique. Il a de ces vidéos-là où il s'adresse directement aux militaires, où il semblait dénoncer un certain nombre de plans, encore que ça soit des plans assez vrais. Donc du coup, c'est ce qu'on peut dire sur Jean-Paul Omolou, un opposant comme tous les autres opposants, en dehors du fait qu'il s'est fait nommer ambassadeur, voilà. Alors, un homme d'affaires aussi, donc voilà. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de réactions au sein de la classe politique togolaise, certains politiques et associations ont dit ce qu'ils pensent de cette affaire. Tenez par exemple, l'association des victimes de torture au Togo, Asvito, a dénoncé, je cite, la recrudescence de la persécution des opposants et convie le chef de l'État à ce qu'elle appelle un débat politique beaucoup plus élégant afin d'apaiser le pays. Pour Jerry Tama du Net, il ne faut pas s'agiter tant qu'on ne connaît pas les charges qui pèsent contre la personne. Ça peut être du droit commun ou une poursuite pour des activités politiques. Il faut savoir de quoi il en retourne avant de crier au loup. Et Jerry Tama d'ajouter, je le cite toujours, mais quand tu es ambassadeur de la DMK et l'un des plus grands pourfendeurs de ce régime, tu ne rentres pas à Lomé pour tes vacances. Pas pendant que ton président est en exil. Quand tu dis à longueur de journée, poursuit-il, que ce pays est un état de non-droit et tu ne tentes pas le diable sauf à vouloir devenir martyr. Fin de citation. Une réaction qui ressemble à celle de Fulbert Atisso, un des grands soutiens également d'Agweme Kodjo lors de la présidentielle de 2020, qui se demande ce que M. Omolou, un ambassadeur d'un gouvernement en exil, est venu chercher en territoire ennemi. Les mots sont de Fulbert Atisso. Alors, Jean-Paul Omolou aurait-il tenté le diable, comme le dit Jerry Tama? Et pourquoi lui, un ambassadeur de griffe, nommé par Agweme Kodjo, vient-il au Togo? Alors, s'est-il jeté lui-même dans la gueule du loup, comme le pensent certaines personnes, Gérard? Bon, au risque d'énerver plus d'un, moi je dis que cet homme a été très maladroit. Maladroit pour être venu au Togo pour passer une nuit. Et comme ça, après avoir longtemps invectivé le régime. Mais invectiver, ça ne suffit pas. Mais quand vous voyez un peu ces vidéos, quand il appelle l'armée à l'insurrection, vous savez, si vous faites un truc comme ça en France, même en France, vous avez droit à un procès. Aux États-Unis, vous appelez les djihadistes à s'insurger contre le gouvernement, vous avez droit à un procès. Donc au Togo, moi ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui on lui dise de comparaître. Parce que j'ai un peu fouillé dans ma tête, je ne trouve aucun pays où cela puisse être accepté. Cela dit, je ne suis pas en train de défendre le gouvernement. Je dis que la politique chez nous se fait d'une façon très sale. De l'autre côté, ceux qui ont le pouvoir, ils ne cessent d'enfreindre aux règles du bon sens. Et de l'autre côté aussi, les opposants, ils font beaucoup d'amateurisme. Parce que cette affaire-là, si vous l'amenez devant des diplomates, vous amenez les vidéos, et les conséquences de cette vidéo-là, les conséquences qu'on l'a arrêté, ces diplomates vont vous dire, malheureusement, chez nous aussi, si vous faites ça, on vous arrêterait. Mais ces diplomates auraient peut-être oublié que chez nous, la justice est instrumentalisée, les gens en ont marre, les gens sont fatigués, on a tripatouillé la Constitution et tout cela. Mais le fait comme cela, pris, les actes qu'il a posés, ces déclarations, malheureusement, ça risque de lui coûter cher. Voilà, et il y a eu d'autres réactions, notamment celle du MO5 qui réclame la libération immédiate de Jean-Paul. La même demande de la part de l'ex-ministre de l'Intérieur, François Bokor, qui affirme que Fort Gnassingbé n'aura aucun répit tant que Jean-Paul Omolou n'aura pas été libéré. Certains confrères ont également abordé le sujet dans leur colonne. Nous commençons avec Togo Matin qui annonce le sujet à travers une double interrogation. Qui est au juste Jean-Paul Omolou et qu'est-ce qui lui est reproché? Pour la manchette, l'horreur se répète. Pédagogue Le Perroquet nous dit ce qu'il faut savoir du dossier de l'arrestation de Jean-Paul Omolou. Fin de citation. Les chefs d'accusation, toujours inconnus, tel est le titre à la une du confrère L'Expression, un titre désormais dépassé. Ce qui est confirmé par le titre suivant de Liberté. Après le kidnapping et l'incertitude, les charges. Les charges sont 4 chefs d'accusation, précise le bi-hebdomadaire L'Alternative qui voit dans l'arrestation de Jean-Paul Omolou le retour aux années sombres sous le regard indifférent des partenaires. Enfin, la dépêche informe ses lecteurs que le commandant Bokor interpelle les ambassadeurs occidentaux au Togo et appelle à la mobilisation générale. Et puis,
Et le Canada indépendant et le titre Jean-Paul Oumolou, enfin fixé sur les chefs d'accusation retenus contre lui. Mais comme on le dit en adage, à tout seigneur, tout honneur, je vous propose d'écouter à présent la réaction de la coordinatrice de la DMK, auquel appartient Jean-Paul Oumolou, Madame Kafui Brigitte Adjamagbo Johnson. Est-ce qu'on voudrait lui reprocher son engagement pour son pays? On voudrait lui reprocher de critiquer le régime en place que la majorité des Togolais combattent. Les Togolais veulent être gouvernés par une équipe dont ils sentent que les membres ont à cœur de répondre à leurs intérêts, de s'occuper vraiment d'eux, de créer un environnement pour qu'ils puissent s'épanouir. Les Togolais ne veulent pas être gouvernés dans la peur comme ce régime le revendique. On ne peut pas reprocher à un citoyen de se battre pour un meilleur avenir. On a fini par autoriser son avocat. De toute façon, je ne voyais pas comment on pouvait l'auditionner, la présence de son avocat. Et donc, à ce jour, l'avocat est autorisé à se rendre au SCRI, ainsi que sa sœur qui lui apporte ses repas. On a une organisation et donc nous avons des gens qui suivent ce qui se passe. Je suis d'abord heureuse de constater que cet acte-là qui a été posé a soulevé un tollé. Je ne peux pas vous dire le nombre d'acteurs, d'organisations de la société civile et aussi de partis politiques qui condamnent et qui exigent qu'il soit libéré. Je crois que ce que nous devons faire, c'est continuer à faire entendre notre voix, continuer à faire comprendre au régime que nous ne voulons plus que ce genre de choses se passent au Togo. Nous n'en voulons plus. C'était vraiment un acte de trop. Alors, les motifs pour lesquels Jean-Paul Oumolou est arrêté lui auraient été enfin notifiés. Les chefs d'accusation seraient les suivants: appel du peuple et de l'armée à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, apologie du crime et enfin outrage à l'autorité publique. Alors on peut dire que c'est du lourd, hein? Et comment va-t-il s'en sortir? Didier, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est du lourd, oui. J'ai titré d'ailleurs hier 4 lourds chefs d'accusation contre lui. Mais quand vous regardez à peu près... ces chefs d'accusation ont un lien intrinsèque avec la politique. Oumolou n'est pas le premier à appeler les Togolais à se lever et tout ça. Il n'est pas non plus le premier qui, dans ses sorties, qui fait référence à l'armée. Mais s'il y a des lois qui... Non, naturellement, c'est des choses qui sont... c'est des chefs d'accusation qui sont punis par le code pénal. Il y a des articles qui sont clairs dessus, pas diffusion de fausses nouvelles par exemple, et outrage à autorité. Bon, combien de fois on ne condamne pas déjà ici pour outrage à autorité? Donc je dis, en même temps, il y a du côté pénal, il y a du commun dedans, mais c'est des infractions qui ont un lien direct avec la politique. Et donc du coup... Est-ce qu'en politique, on est autorisé à dire, à faire n'importe quoi? Vous savez, non, on n'est pas... Oui, non, on n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. Gérard disait tout à l'heure que, vous savez, la politique au Togo, il a dit d'ailleurs que c'est sale. C'est, je dirais, très sale d'ailleurs. Parce que de l'autre côté, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, la façon dont ils font la politique, amène ceux qui sont en face à faire un peu comme ça, un peu dans du banditisme. Ou peut-être ceux qui sont dans l'opposition, la façon dont ils font la politique amène ceux qui sont au pouvoir de faire la politique aussi. Non, vous savez, c'est toujours l'action, qui appelle... La réaction. On peut le dire recto verso, voilà. C'est toujours l'action qui appelle à la réaction. Vous savez, quand on a le pouvoir, on a la responsabilité. Oui, quand on... on ne peut pas dire que c'est ceux-là qu'on administre qui ont poussé... qui nous ont poussé à faire également. Donc je dis, des gens ont l'impression que qu'on ne peut plus respecter les lois parce que on est en face d'un pouvoir et on peut trouver des accusations au pouvoir. Et donc tout ce qu'il faut pour les mettre en difficulté, il faut y aller. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que quand vous écoutez, moi j'ai écouté 2 de ces vidéos, j'ai suivi, j'ai pas voulu continuer parce que c'est trop, à mon sens, trop direct. Mais on peut trouver des circonstances, comme je dis. On a tendance à cacher nos crises. Je pense que c'est dans cette situation-là qu'on se trouve. Et j'étais un peu heureux de constater qu'on lui a pas, on l'a pas, enfin,
on lui a pas collé les chefs d'accusation liés à la rébellion pour dire son statut d'ambassadeur. Ça veut dire qu'on ne veut même pas en parler. Donc, alors qu'il y a également une crise dans ce sens-là, à l'issue de l'élection présidentielle de 2020, qu'on le veuille ou pas, l'élection est contestée par des gens qui ne sont pas d'accord, y compris Oumoulou, qui en fait des réactions. Et donc, si l'État ne lui colle pas des chefs d'accusation de rébellion en lien avec son statut d'ambassadeur d'Agbouomé Kodjo, là au moins on peut souffler dessus. Mais je pense que des choses comme ça, on pourrait les régler dans le cadre de discussions, encore une fois, et surtout éviter de nous donner un spectacle comme par exemple la façon dont on est allé l'arrêter. J'ai le sentiment que Oumoulou a été livré par quelqu'un, ou quelqu'un qu'il connaissait, qui sait qu'il était ici, parce que la nuit, il paraît que le petit matin, là, il doit repartir sur le Ghana, parce qu'il venait du Bénin la nuit, il passe la nuit ici, il part sur le Ghana, et qu'il a été retenu. Donc, pourquoi il a été retenu jusqu'à ce que les gendarmes ne viennent? Voilà les questions qu'il faut se poser, mais la façon dont les gendarmes sont allés aussi l'arrêter, comme si c'est le fils de Ben Laden qui est là avec des armes, ou Ben Laden lui-même, de façon assez spectaculaire, créant la peur, encore une fois, dans le quartier. Je pense qu'on peut dépasser ça. On peut attendre qu'il sorte de la maison, qu'on l'arrête, qu'on le menotte pour y aller, plutôt que d'aller le violenter. Ses proches disent qu'on lui a cassé un œil pratiquement. C'est des choses, actuellement, oui, dans son état au SCRIC. Donc, c'est des choses qui ne font pas une bonne publicité au Togo. Voilà. L'avocat de Jean-Paul Oumoulou s'est exprimé sur RFI ce matin et voici les propos qu'il a tenus. Je ne pensais pas que mon client devait être déposé en prison. C'est la vie et nous remettons tout au Tout-Puissant. Vous savez qu'on lui a dit qu'il s'agit des crimes. Je crois que lorsque nous serons devant le juge d'instruction, puisque c'est lui qui a déposé le mandat de dépôt, on avisera. Tu commentais sur ces propos-là avant qu'on ne passe à l'actualité internationale? Non, moi je dis que le train en marche, on va assister encore à toute une cabale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous devons changer notre façon de faire la politique. Évidemment. Vous voyez par exemple Jean-Luc Mélenchon, il est très opposé au gouvernement français, mais vous ne l'entendrez jamais appeler une armée à l'insurrection, des trucs comme ça. La politique, c'est un art. N'est pas politicien qui le veut. Mais c'est quelque chose qu'on apprend. Tout le monde n'est pas politicien. Quand vous voyez par exemple le parcours de Jean-Marie Le Pen, tout ça, mais ils n'ont jamais fait des trucs comme ça. En Europe, vous voyez même des anarchistes ou bien même des partis nazis. Mais vous ne les entendrez jamais appeler au meurtre. Parce que quand vous appelez au meurtre, ben c'est normal qu'un juge vous saisisse, que le procureur vous saisisse et vous juge. Et donc, d'un côté comme de l'autre, il faut faire la politique de façon plus civilisée. Mais ce que moi je crains le plus, c'est que les Togolais ne finissent par avoir l'impression que les problèmes togolais ne peuvent être résolus que par la force. Et Didier le disait tout à l'heure, cette façon spectaculaire d'aller arrêter cet homme politique, parce qu'il s'agit bien d'un homme politique, vous êtes cagoulé, vous avez des armes, vous lui cassez un œil, tout cela. Mais si les jeunes en arrivent à penser que... ça, on n'a pas encore la preuve qu'il a un œil cassé. Non, pas cassé, mais blessé à l'œil. Si les gens ont l'impression que les problèmes togolais ne peuvent être résolus que par la force, alors là, ça devient très grave. En ce siècle où il y a le terrorisme qui nous menace beaucoup, certains pourraient dire, d'accord, on n'a pas la chance de régler les trucs à l'amiable, on n'a pas la chance de nous entendre entre nous Togolais, rallions-nous à ceux-là qui nous proposent la force, des moyens d'avoir la force. C'est difficile à entendre, c'est pas bon à dire, mais est-ce que nous allons attendre de franchir le Rubicon avant de dire, écoutez, c'était ça. Bien, place maintenant l'actualité internationale, on va en dire rapidement un mot de la semaine, mais avant de poursuivre ce débat, Anani Vidjirakou nous propose une sélection de certains faits majeurs de cette actualité. Drame lundi au Niger, au moins 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique de leur école faite de classe en paille à Maradi dans le sud du pays. On dénombre aussi des blessés graves selon le bilan provisoire. Les victimes de cet incendie de 2 classes en paillotte ont entre 5 et 6 ans. Un syndicat des enseignants nigériens dénonce ici le non-respect des engagements des autorités nigériennes au
au sujet des classes en paillotte. Depuis un bon moment, nous sommes en train de nous battre pour que l'État commence à construire des classes en matériaux définitifs. Le président a fait la promesse de mettre fin en tout cas aux classes paillotte et l'engagement a été pris qu'à partir de la rentrée 2021-2022 que la construction de ces classes-là allait commencer. Malheureusement, on se rend compte que c'est toujours des discours. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer qu'on dise qu'on est en train de chercher la qualité de l'éducation, qu'on mette des enfants nigériens avec tout ce que nous avons comme potentiel de ressources, que les enfants se retrouvent avec plus de 40 000 classes en paillotte. Chaque année aussi, c'est des drames, c'est des petits-enfants et on vient annoncer aux parents que ces enfants-là ont été pris dans un piège par le feu et que les enfants ont été calcinés. Décès, les Sud-Africains pleurent leur ancien et dernier président blanc, Frédéric de Klerk, lauréat, prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela. Il s'est éteint jeudi à l'âge de 85 ans à la suite d'un cancer. La CEDEAO durcit le ton contre la transition au Mali. Lors d'un sommet exceptionnel des chefs d'État de l'institution sous-régionale tenu dimanche 7 novembre dernier à Accra, des sanctions individuelles ont été adoptées contre les dirigeants de la transition et leurs familles. Ceci en rappel aux autorités maliennes à tenir leur engagement initial d'organiser les élections présidentielles et législatives en février prochain pour un retour à l'ordre constitutionnel. Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO. Au vu des lenteurs dans la préparation des élections, le sommet a décidé de sanctionner tous ceux et celles qui, d'une manière directe, sont impliqués dans ces retards. Donc c'est toutes les autorités de la transition qui sont concernées par ces sanctions qui vont entrer en application immédiatement. Ces sanctions vont concerner essentiellement, bien sûr, l'interdiction des voyages, le gel de leurs avoirs financiers et ça va affecter également les membres de leur famille. Le Mali, de son côté, décline l'échéance et dit regretter la sanction. Réaction de la classe politique malienne. Selon Djemil Bitar, porte-parole du M5 et proche du Premier ministre Choguel Maïga, du même parti, la priorité n'est pas d'aller aux élections. Djamir Bitar. Nous sommes quand même un État souverain. Il ne faudrait pas que la CEDEAO nous impose quelque chose qui pourrait nous amener dans un chaos qui ne dirait pas son nom. Il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, l'environnement ne s'y prête pas à tenir les élections parce que le territoire est envahi par l'insécurité et cette insécurité a été sciemment créée par la France. Au sujet de la situation en Guinée, la CEDEAO a nommé le diplomate ghanéen Ibn Chambas comme étant son envoyé spécial en Guinée, pays sanctionné par la CEDEAO pour cause de prise de pouvoir par la force. Mais les autorités guinéennes estiment qu'il n'y a pas de crise. Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères de la transition en Guinée. En une phrase, ce qui se passe ici, ce n'est pas une crise, c'est une transition. Il faut que les deux mots soient bien compris. Nous sommes en transition, nous ne sommes pas en crise. La Guinée est un pays fondateur de la CEDEAO. Nous sommes en transition, nous ne serons pas éternellement comme ça. Nous continuerons à parler avec la CEDEAO pour que la CEDEAO nous accompagne en tenant compte de nos spécificités, en tenant compte des progrès exceptionnels qui se déroulent ici et qui ne se déroulent nulle part après des changements. Mardi, dans un courrier adressé à Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, le colonel Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la transition en Guinée, a rejeté la nomination de Ibn Chambas en tant qu'envoyé spécial de la CEDEAO pour la Guinée. Le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a repris lundi et se poursuit devant le tribunal militaire de Ouagadougou au Burkina Faso. Lors de son audition à la barre, le colonel Jean-Pierre Palme, nommé chef d'état-major de la gendarmerie après le coup d'État, est accusé d'avoir détruit dès le lendemain du 15 octobre 1987 une table d'écoute de la gendarmerie en compagnie des officiers français. Table d'écoute et d'enregistrement qui aurait pu incriminer Blaise Compaoré. Mardi, Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés, était à la barre. Il était à l'époque des faits commandant de l'unité qui a mené l'attaque contre Sankara et ses compagnons. Il a plaidé non coupable
coupables durant son audition et accuse l'ex-premier ministre de la transition, Yacouba Zida. Le procès reprend lundi prochain. Restitution des œuvres d'art au Bénin. L'acte de transfert des 26 œuvres a été signé à l'Élysée mardi en présence du président français Emmanuel Macron et son homologue du Bénin, Patrice Talon. Depuis mercredi, les 26 œuvres d'art rapatriées au Bénin séjournent à la présidence de la République à Cotonou. Occasion pour le président béninois de saluer le courage de la France pour cette restitution. Nous commençons avec on n'a plus beaucoup de temps, on va aller rapidement. Nous commençons avec ce drame qui est survenu au Niger où des enfants de 3 à 5 ans ont péri dans l'incendie de leur classe faite en bois et dont le toit était en paille. Alors, vous imaginez, chers confrères, les cris de ces boutchous-là dans les flammes. Alors, ce drame peut également se produire chez nous, mais est-ce que la pauvreté peut tout excuser dans nos pays, même des situations de ce genre? Non, c'est une démission totale de l'État nigérien. C'est une démission. Je ne vois pas un autre mot en dehors de celui-là. C'est une démission totale où on ne veut pratiquement rien faire. C'est l'impression qu'on a générée dans nos pays africains, c'est que ce qu'il faut faire, on ne fait pas. On se donne dans du spectacle pour plaire à l'international. Alors que les réalités du terrain sont là. Les problèmes de bâtiments scolaires se posent avec acuité dans tous les pays. Même quand les partenaires viennent à nous donner des financements pour construire, on dilapide les sous, on ne construit pas. Comment est-ce que, j'ai vu, nous aussi on a pratiquement les mêmes problèmes. Ça pourrait bien se passer chez nous ici. Si ce n'est pas par incendie, parce que chez eux là-bas c'est un pays désertique dans la sécheresse. Chez nous ici c'est à Gléy là. Des bâtiments se sont écroulés, donc je crains que les jours qui suivent, les élèves du CEG de Gléy ne vont pas aller à l'école. Donc, mais c'est quand même une école en dur, le CEG de Gléy. Oui, en dur, d'accord, mais qui s'est écroulé. C'est comparable à l'école qui prend feu. Donc du coup, c'est des démissions. Et donc, il faut que l'État nigérien améliore la condition de l'éducation de l'autre côté. Gérard, rapidement, une réaction là-dessus, bien on va... Moi, je dis les deux. Il y a la pauvreté, il y a la mauvaise organisation. Et parce que nous n'avons pas d'argent pour former bien nos cadres, alors ils sont incompétents et donc mal organisés. Parce qu'une école, quand ça se construit, on étudie d'abord l'environnement, on étudie la texture du matériau, on voit l'âge que les enfants ont, on prévoit des issues de secours, tout cela. Mais quand il y a l'argent, quand il n'y a pas l'argent, vous convenez avec moi qu'on ne procède pas à toutes ces études-là avant de construire une école. Quand il n'y a pas l'argent, on n'investit pas beaucoup dans la formation. Et généralement, dans ces conditions, ce sont les communautés qui mettent en place ces écoles-là. Ces communautés-là n'ont aucune compétence pour voir quelles mesures de sécurité il faut prendre, tout ça là. Bon, moi, je mets tout cela sur le compte de la pauvreté qui amène la mauvaise organisation. Nous ne sommes pas devant une société bien organisée en Afrique. Voilà, on va avancer. Donc, le colonel Doumbouya a refusé la nomination du Ghanéen Ibn Chambas comme envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée. La première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai appris cette nouvelle est de savoir si le président en exercice de la CEDEAO, si Nana Akufo-Addo n'a pas consulté les autorités guinéennes avant de nommer son compatriote Ibn Chambas. Comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je dis la première question qui m'est venue dans la tête, pourquoi les Guinéens n'ont pas fait comme les Togolais? Vous laissez venir l'envoyé spécial et vous ne lui donnez aucune information. Vous le logez dans un hôtel, tout se passe comme si lui n'existait pas. Bon, moi, cette façon-là, c'est ce que j'ai pensé. Mais je dis, encore une fois, c'est la différence entre les Togolais et les autres. Hein. Les Guinéens, ils montrent en même temps leurs sentiments. Mais le Togolais, il fait dans la sournoiserie. Dans la diplomatie. En diplomatie, ce serait trop joli, ça. Alors, on laissait ce monsieur-là venir. Il est dans son hôtel et tout se passe derrière lui. Je ne vois pas pourquoi ils ont créé ce vague-là. C'était pas la peine. Oui. Non, je pense que la CEDEAO est arrivée à un point où il faut se comporter envers elle de telle façon. Vous savez, j'ai fait le droit, je me suis fait enseigner le droit communautaire, notamment le droit de la CEDEAO, et je me suis dit, ceux qui ont imaginé cette organisation-là sont des ingénieux. Il y a tellement de mécanismes qui permettent de sanctionner même les dirigeants en exercice, afin d'éviter des crises dans la région. Et ceux qui tiennent aujourd'hui les manettes de l'organisation nuisent jamais du droit, c'est-à-dire que n'appliquent jamais le droit communautaire pour pouvoir prévenir les crises dans la région. Donc la CEDEAO telle qu'elle est devenue aujourd'hui n'est utile que lorsque
il y a crise, c'est-à-dire après coup, quoi. Voilà, le pompier. Voilà. Alors que ce n'était pas l'objectif c'était pas ça. Le pompier et jouer au pompier ne fait pas partie des objectifs de sa création. Et donc, si la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO cherchent à se protéger eux-mêmes et à cacher leurs erreurs, à couvrir leurs crimes, leur mauvaise gouvernance, leur mauvaise gestion, il faut qu'à un moment donné, des gens les ramènent dans la réalité même des objectifs et des buts de la CEDEAO. Et je pense que cette réaction du colonel Doumbouya devrait amener les dirigeants de la CEDEAO à réfléchir pourquoi est-ce que quelqu'un a pu avoir un tel courage pour dire immédiatement non, alors qu'il aurait pu faire un peu dans la... C'est pas qu'il n'y a pas de conseillers en Guinée. Les gens auraient pu peut-être proposer, mais ils ont analysé, ils ont dit le mieux c'est de leur dire que nous n'en avons pas besoin, nous sommes en transition, on n'a pas de guerre ici, il n'y a pas de problème ici, nous sommes en transition, nous allons pouvoir gérer entre nous pour que la CEDEAO sache que un jour des gens pourraient se passer d'elle si elle ne fait pas bien. Donc pour moi, ce n'est pas bien de faire diplomatiquement, c'est pas correct. Mais à un moment donné, quand des gens ne sont pas honnêtes dans la gestion de nos organisations, il faut qu'on leur montre que nous ne sommes pas d'accord. Et le mécontentement ne peut que venir de la part de quelqu'un comme ça, un militaire fou dans la tête et qui dit « je n'en ai pas besoin ». Alors la CEDEAO... Moi je dirais ça, en fait la CEDEAO est très politisée. Et quand vous parlez tout à l'heure de droit, tout ça là, c'est vrai. Mais quand les institutions sont politisées, on met le droit en berne. Malheureusement c'est ça. Et la réaction de la Guinée, on peut résumer ça avec un seul mot, la défiance. La Guinée a défié la CEDEAO et la Guinée ne sera pas le dernier pays à le faire. Évidemment. Moi, je sens que bientôt, il y aura la défiance un peu partout. La CEDEAO est en perte. Voilà une dernière question, un dernier sujet. On n'a pas le temps. Frédéric de Klerk est décédé. Le dernier président sud-africain, le dernier président blanc de l'Afrique du Sud est décédé à l'âge de 85 ans. À votre avis, quel souvenir peut-on garder de lui ? Est-ce le réformateur ou bien celui qui a aidé à une transition pacifique ou bien voilà, je ne sais pas quel souvenir on peut garder de lui. Moi je vais dire deux mots. C'est un homme de paix, un réformateur et j'ajouterai un troisième mot, un visionnaire. Vous savez, on n'aurait pas eu Frédéric de Klerk en Afrique du Sud, on n'aurait pas eu Mandela. Enfin, du moins le Mandela qu'on a connu tous. Et on n'aurait pas eu cette Afrique du Sud qui est là actuellement en émergence et pratiquement en développement. Donc, il faut que des patriotes, des gens qui aiment leur pays, agissent des fois à la façon de Klerk. Utilise la méthode de Klerk. Vous avez fait à un moment donné, vous vous rendez compte que nous n'avons plus rien à donner, nous n'avons plus rien à prouver. Il faut amener le pays à connaître un pont, une transition. C'est ce qu'il a eu à faire. C'est un homme de paix convaincu que l'Afrique du Sud doit connaître mieux. Et il a fait la paix des braves avec Mandela. Il a été un visionnaire en remettant le pays, pas dans le sang, mais dans la paix, dans la passivité, à quelqu'un qui a pu retracer une autre histoire pour l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui fait la fierté du continent. Il faut des déclairs que dans tous les pays qui doivent connaître une transition de gestion, de gouvernance. Oui, Gérard. Malheureusement, c'est à la fin de l'émission que je dois contredire Didier. Parce que moi, je ne le dis pas être vraiment un homme de paix. Frédéric Leclerc, il a représenté l'Afrique du Sud blanche. Et les Noirs, ils ont lutté, ils ont mis la pression un peu partout. Hein. Il y a eu même l'utilisation même du terrorisme à un moment donné avec Nelson Mandela, où on dynamitait les pylônes électriques. Diplomatiquement, l'Afrique du Sud était coincée. Mais il aurait pu s'enfermer. Ça aurait été la guerre. Oui. Ça aurait été la guerre parce que Zamora, Machel, tous ces gens-là, ils étaient prêts à entrer en guerre contre l'Afrique. Mais oui, mais c'est qu'il aurait pu se braquer et dire... Faire comme Bachar al-Assad en Syrie, ou d'autres encore. Oui, mais est-ce qu'ils avaient le moyen de choisir la guerre, puisque l'Afrique du Sud même ne participait même plus aux événements sportifs. Mais ils ne font rien, comme à la De Klerk, par exemple, pour assurer le pont là. Ouais. Tout ça, je mets ça sur le compte de Nelson Mandela. Nous sommes au terme du débat de ce matin. Je voudrais, chers confrères, vous dire un grand merci pour avoir accepté de commenter pour les auditrices et auditeurs de Victoire FM quelques-uns des sujets majeurs de l'actualité de cette semaine. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Hervé Essay, Anani Vidjirakou, Haïté Messan et moi-même Dela Agbo. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour, et si Dieu le veut, pour un autre numéro de Rétro 7. Et je rappelle que Rétro 7 est rediffusé le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à tous et à tous. Au revoir.